Bonsoir à tous. Donc je vais effectivement vous amener un petit peu avec moi à la recherche d'autres planètes. Est-ce que c'est trop fort? Non? J'ai l'impression de crier là. Donc la recherche d'autres planètes, d'autres mondes, c'est la recherche de planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Alors cette question est une très très ancienne question. C'est une question millénaire. Déjà les savants de l'Antiquité se posaient la question. Et comme d'habitude, les savants ne sont jamais d'accord entre eux. Et vous aviez vous aviez par exemple Épicure et Lucrèce qui étaient convaincus qu'il existait d'autres mondes autour d'autres étoiles, avec des bons arguments, des arguments un peu de logique. C'était pas des arguments de physique parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas assez d'informations, mais des arguments logiques. Épicure disait les mondes aussi sont illimités en nombre, ceux qui sont semblables aux nôtres comme ceux qui sont dissemblables. Donc en fait, il introduisait le fait qu'il existait d'autres mondes, mais qu'en plus, il y avait une variété possible. Lucrèce, pareil, disait, comme l'espace est infini, il faut forcément qu'il y ait d'autres mondes. Et alors, en revanche, par exemple, Aristote et Platon, eux, étaient convaincus qu'il n'existait pas d'autres mondes. Et en fait, la perception générale pendant plusieurs siècles a été celle-là, c'est-à-dire que il n'existait pas d'autres mondes autres que ceux que l'on connaissait à l'époque. Et en fait, une des principales raisons, c'était la description de l'univers qu'on avait à l'époque, qu'on appelle la description de Ptolémée, qui mettait la Terre au centre de tout, en fait. Et dans le système de description de Ptolémée, les planètes connues tournaient autour de la Terre, mais le Soleil tournait aussi autour de la Terre. Donc la Terre avait une position tout à fait unique dans l'univers. Donc la question de savoir s'il existait d'autres terres, par exemple, ne se posait pas vraiment. Et donc cette vision du monde a perduré pendant plusieurs siècles. L'Église, je pense, a aidé à la faire perdurer, puisqu'elle n'avait pas forcément envie qu'on puisse penser qu'il y a d'autres planètes et d'autres terres ailleurs. Et en fait, cette conception du monde a continué jusqu'à la révolution copernicienne au début du XVIe siècle. Et Copernic, lui, a remis la Terre à sa juste place, je dirais, c'est-à-dire que, il a compris que la Terre était comme les autres planètes du système solaire, tournait autour du Soleil. Et donc c'est le Soleil qui avait une place particulière et pas la Terre. À partir de là, c'était légitime de se dire, il y a d'autres étoiles, il se peut très bien qu'il y ait d'autres planètes autour de ces étoiles. Et la question a beaucoup préoccupé les savants du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Vous avez peut-être entendu parler de Giordano Bruno qui, en constatant qu'il y avait effectivement plein d'étoiles dans le ciel et que la Terre était tournée autour du Soleil, comme il y avait d'autres soleils, il devait y avoir une infinité de terres. Alors Giordano Bruno, c'était un savant, un philosophe, un mathématicien, un astronome, et il a fini sur le bûcher comme ça, en prétendant, parce qu'il disait qu'il y avait d'autres mondes finalement. Donc vous voyez, c'était une question assez épineuse, assez controversée. Mais quand même, les travaux de Galilée, de Kepler, de Newton au XVIIe siècle, XVI-XVIIe siècle, ont vraiment assuré, conforté ce modèle où le Soleil est au centre du système solaire, les planètes tournent autour. Les lois universelles de la gravitation avec Newton ont donné les bases scientifiques analytiques des lois de la gravitation. Et à partir de là, je dirais que tout a pu changer. Alors les premières théories
de formation du système solaire, on les a vus arriver au XVIIIe siècle, à la fois en France avec Buffon, Laplace, et en Europe avec Swedenborg et Kant. Alors Buffon, lui, c'était quelqu'un qui était très proche de l'expérimentation, et il avait compris que la Terre n'avait pas toujours été comme ça, qu'elle n'avait pas été formée en 7 jours il y a quelques milliers d'années. Et en fait, Buffon, par exemple, a eu l'intuition que la Terre au début était chaude, et après il a essayé de calculer l'âge de la Terre en faisant des manipulations sur des boules qui chauffaient, des petites boules comme ça, ils chauffaient, et puis il étudiait leur temps de refroidissement, et à partir de là, il a commencé à dater la Terre, ce qui est quand même extraordinaire. Nous, on sait maintenant, aujourd'hui, que la Terre a 4 milliards et demi d'années, mais à cette époque-là, on ne le savait pas. Et Buffon a proposé les premiers âges de la Terre. Alors, je sais plus combien c'était 100 000 ans ou quelque chose comme ça. C'était pas le bon âge, mais c'était quand même une mise en perspective de l'histoire de la Terre bien révolutionnaire par rapport à tout ce qu'on connaissait jusque-là. Et alors Buffon avait aussi une théorie pour l'origine de la Terre, c'était il pensait que la Terre était née de la collision d'une grosse comète sur le Soleil qui aurait arraché de la matière au Soleil. Cette matière se serait distribuée dans un disque et se serait ensuite rassemblée pour faire la Terre. Alors on sait que c'est pas comme ça que ça s'est produit, mais c'est intéressant parce que c'est un petit peu comme ça qu'aujourd'hui on pense que la Lune s'est formée autour de la Terre. Donc Buffon s'était trompé là-dessus, mais il a apporté plein d'idées nouvelles au XVIIIe siècle. Et alors Kant, Swedenborg et Laplace, eux, ont proposé que la Terre et le Soleil et les autres planètes du système solaire étaient dues à l'effondrement d'un nuage de gaz qu'on appelle la nébuleuse primitive, et ce nuage s'était effondré, s'était aplati, et à l'intérieur de cet aplatissement s'était formé le Soleil et les planètes. Alors évidemment, il n'y avait pas de détails à cette époque-là. Il faut bien dire aussi qu'à cette époque-là, on connaissait quoi? On connaissait le Soleil, on connaissait les planètes intérieures, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qu'on appelle les planètes intérieures parce que c'est elles qui sont le plus proche du Soleil, et ce sont des petites planètes. La Terre est une petite planète, 6400 km de rayon, et elles ont un sol solide. Peut-être je parlerai d'une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Pour nous, c'est l'unité qu'on utilise, c'est plus rapide, 150 millions de kilomètres. Donc nous, on est assez près du Soleil finalement, et quand on s'éloigne de la Terre, donc on rencontre Mars, on rencontre la ceinture d'astéroïdes, on rencontre Jupiter, qui est la planète la plus grosse du système solaire, elle fait 300 fois la masse de la Terre, c'est un beau bébé de 70 000 kilomètres de rayon. Saturne, donc des grosses planètes de gaz, Uranus, Neptune, qui finissent en fait des planètes, les planètes les plus externes du système solaire que l'on connaît aujourd'hui. Alors à l'époque de Laplace, en gros, on connaissait même pas Uranus et Neptune, mais on connaissait quand même l'existence des géantes de gaz. Alors depuis lors, et notamment grâce à l'exploration du système solaire, en particulier grâce aux sondes spatiales, et puis aussi grâce à l'avènement des gros calculateurs, des ordinateurs qui permettent de faire des simulations, l'idée de la formation du système solaire s'est affinée. On pense toujours, c'est toujours l'idée de Laplace, donc qu'on est parti d'un nuage de gaz et de poussière qui s'est effondré qui s'est contracté, effondré sous l'effet probablement d'une onde, d'une variation de densité d'énergie. On a contracté la matière, ça s'est chauffé. Comme elle tourne, ça s'est aussi aplati.
Et pour donner ce que je montre en haut, une espèce de disque avec au centre le proto-soleil. Le proto-soleil, c'est le soleil en devenir. Alors ça s'est fait assez vite, on pense, en quelques centaines de milliers d'années. Autour du soleil, le disque protoplanétaire, avec à peu près 1% en masse. Et au fur et à mesure de la contraction du nuage et de la rotation, on a eu de la condensation et de la formation de cailloux. Il faut bien voir que quand on est dans un nuage moléculaire, les grains sont tout petits, c'est de l'ordre du micron ou plus petit, donc 1/1000e de mètre. Et à partir de là, il faut arriver à former la Terre et les planètes. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est une espèce de vue schématique de la nébuleuse protosolaire. Vous savez, votre protosoleil qui est en train encore d'accréter de la matière. Plus on s'éloigne du Soleil, plus il fait froid, puisque la source de chaleur est ici. Et plus il va faire froid, plus on va avoir de la chose qui est de la condensation des glaces. Alors, quand on est près de l'étoile, on va avoir des condensations de matériaux rocheux. Et quand on va être loin, à quelques unités astronomiques, on va avoir la condensation des glaces. Alors ça, c'est important parce que ça va permettre de fournir les briques de base de la formation planétaire. Alors donc on reprend, on repart de petits grains qui vont se condenser pour faire des cailloux de taille respectable, quelques centimètres, puis ensuite des corps de quelques kilomètres, à peu près la taille des comètes que l'on connaît aujourd'hui, loin de la Terre, loin du Soleil. Je vous ai dit, il y a plein d'eau. Le nuage dont on parle, en fait, c'est essentiellement constitué d'hydrogène, avec de l'hydrogène, de l'hélium, et puis d'autres éléments comme l'oxygène. Quand on est assez loin du protosoleil, l'eau H2O peut se condenser, faire des glaces, et on peut avec ça, comme il y en a beaucoup, arriver à faire ce qu'on appelle les noyaux des planètes géantes, qui sont à peu près des corps solides, pense-t-on, qui font 5-10 fois la masse de la Terre. Et ces noyaux de planètes géantes sont assez massifs pour attirer le gaz qui est autour, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gaz, va attirer le gaz qui est autour pour former ces planètes géantes. Et ça, en fait, on sait maintenant, avec les travaux qu'il y a eu, et je vous en montrerai depuis une ou 2 décennies, on sait que ça se fait très vite, ça se fait en quelques millions d'années. Quelques millions d'années, pour nous, c'est vraiment très peu par rapport à l'âge du système solaire. Alors, quand on est plus près de la Terre, plus près du Soleil, pardon, il n'y a pas tout ce réservoir de glace qui va nous permettre de faire les gros corps, les gros noyaux, des planètes géantes. On va rester à des tailles plus modestes. On va arriver à former des lunes, par exemple, et ces lunes, par divers processus possibles, vont arriver en quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'années, on ne sait pas très bien, à fabriquer la Terre et les planètes telluriques. Alors vous voyez, ça c'est un schéma qui permet de faire, en gros, on part de petits grains et puis on arrive aux planètes. Alors il y a je vous le dis pas, mais il y a plusieurs étapes là-dedans qu'on n'arrive pas bien encore à comprendre, et c'est un des objets de notre recherche, comme vous verrez tout à l'heure. Donc voilà, une fois que les planètes se sont formées, le Soleil, lui, a eu le temps de se former, on est à quelques millions d'années, et il vous reste des planètes avec du gaz qui va être rapidement évacué par des épisodes de fort vent solaire, et au bout du compte, il va rester encore un peu de poussière, et les planètes. Alors c'est comme ça qu'on pense que les planètes du système solaire se sont formées. Alors maintenant, là j'étais venue vous parler des systèmes des autres mondes, donc des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, et on y vient.
Mais c'est bien d'avoir en tête ce qu'on savait de la formation du système solaire au moment où on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle les exoplanètes ou les planètes extrasolaires. Alors déjà, pourquoi est-ce que on travaille sur les planètes extrasolaires? Alors, on part d'une constatation. Comme le disait Épicure, il y a beaucoup de choses dans l'univers, l'univers est illimité, etc. Quand vous regardez maintenant, là, vous avez une image qui pourrait être notre galaxie à nous, la Voie lactée, si on arrivait à la voir depuis le haut. Donc, une galaxie, c'est quoi? C'est des centaines de milliards d'étoiles dans une seule galaxie. Le Soleil que vous voyez là, à peu près, il est à peu près à cette distance-là sur l'échelle globale de la galaxie. C'est une étoile parmi des centaines de milliards d'autres. On sait aussi qu'il y a des milliards de galaxies. Tout ça, ça vous donne des chiffres énormes de lieux possibles d'autres planètes. Donc la question, nous, une des questions auxquelles on veut répondre, c'est combien il y a d'autres systèmes, de planètes extrasolaires. Donc ça, c'est une première question. Quand moi je suis entrée dans la recherche, on n'en connaissait aucune. L'autre question, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on veut comprendre la formation des systèmes planétaires. On croit comprendre dans les grandes lignes comment le système solaire s'est formé, et encore, il y a des débats. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment les systèmes planétaires en général, de manière générale, peuvent se former. Parce que je vous ai montré la théorie à laquelle pratiquement tout le monde croit maintenant, de formation du système solaire, mais il y a eu des théories alternatives. Est-ce que d'autres théories est-ce que ces théories alternatives pourraient expliquer d'autres systèmes? On a bien envie de le savoir. Alors là, je vous ai mis une image prise par le télescope spatial James Webb, qui a été lancé il y a un an, à Noël il y a un an, de nuages, de régions de formation d'étoiles. Donc vous avez des étoiles et vous avez aussi ces gros nuages de gaz et des nuages de poussière et des condensations comme celles que vous avez sur la droite. Et en fait, c'est à l'intérieur de ces condensations que va se passer le processus de formation des étoiles et des planètes. Alors, on sait qu'on veut essayer en fait de remonter dans le temps pour voir déjà si le système solaire s'est formé comme ça, mais aussi on veut savoir si tous les systèmes planétaires ressemblent au Soleil, avec, comme je vous ai dit, le Soleil, les planètes rocheuses, et puis les planètes de gaz et les planètes glacées à l'extérieur. Donc, une des grosses questions qu'on a, nous, c'est d'explorer la diversité des systèmes planétaires. On veut savoir si les systèmes se ressemblent en termes d'architecture, c'est-à-dire s'il y a les planètes, comme je vous ai dit, les planètes solides près de l'étoile, les planètes géantes loin, ou si on a d'autres configurations, d'autres architectures dans ces systèmes planétaires. On veut explorer aussi la diversité des planètes elles-mêmes. On veut savoir si elles sont plutôt du type de la Terre, si elles sont plutôt du type de Jupiter, leur taille, leur rayon, leur masse, etc. On veut savoir si elles ont une atmosphère et on veut connaître la composition chimique de leur atmosphère. On veut connaître aussi leur intérieur, savoir si les planètes ont des intérieurs comme le sous-sol de la Terre ou l'intérieur des planètes géantes. Donc toute cette diversité-là, on veut essayer de l'appréhender. Et enfin, on veut aussi peut-être rechercher des signatures de vie sur des planètes extrasolaires et savoir si la Terre est la seule ou pas à abriter de la vie.
Alors, la question de la recherche de signatures de vie, c'est une question qui touche à la fois les astronomes et puis les biologistes, hein, bien sûr, parce que ce sont eux les spécialistes du domaine. Et il y a une discipline intermédiaire qu'on appelle l'exobiologie. Alors maintenant, la question c'est... Donc, jusqu'à il y a une trentaine d'années, on ne savait rien du tout de l'existence de planètes extrasolaires. Et les chercheurs, depuis quand même le 19e siècle, la fin du 19e, se demandaient si on pouvait voir des planètes extrasolaires. Alors, je vous montre cette image parce que moi, elle me parle beaucoup. Est-ce que vous savez ce que c'est ce petit point blanc, bleu là? Ouais, c'est la Terre. Vue d'où? À peu près, un peu plus. Ouais, en gros à la distance de Saturne. Donc on est encore dans le système solaire. C'est les sondes Voyager qui ont pris cette image qui est fabuleuse. C'est c'est la dernière image de la Terre, c'est-à-dire l'image la plus lointaine de la Terre qu'on ait faite. Et c'est les sondes Voyager qui étaient allées visiter les planètes géantes et qui après sont parties. Et donc, ce petit point-là, en fait, c'est l'image de la Terre qu'on voit quand on est encore dans le système solaire, parce qu'on est en gros à la distance de Saturne, c'est tout près. D'accord? Et donc, vous imaginez, si on est autour d'autres étoiles, on est beaucoup plus loin. Et donc, la Terre, ça va apparaître comme un petit point extrêmement petit et très peu brillant. Alors, du coup, les astronomes ont très rapidement compris que faire des images de planètes, ce serait extrêmement difficile, parce que c'est trop faible. Alors, ils ont eu recours à des méthodes, ils ont pensé assez vite, en fait, en particulier au cours du XXe siècle, ils ont pensé à des astuces, des méthodes en se disant, ils se sont dit, bon bah ok, on va pas être capable de voir les planètes, de les voir vraiment. On va essayer de détecter des planètes de manière indirecte, c'est-à-dire on va regarder l'effet que les planètes ont sur l'étoile autour desquelles elles tournent. Alors pour vous illustrer ça, je prends une étoile au centre, là. Ici, une planète autour. Alors, vous savez que la planète tourne autour par exemple, du Soleil. Hein, la Terre tourne autour du Soleil. Mais ce qu'on perçoit moins, c'est que à cause de la présence de la Terre, par exemple, ou des autres planètes, le Soleil, il est pas fixe, il va bouger un petit peu aussi. En fait, il va bouger ce qu'on appelle autour du ça marche pas. Autour du centre de gravité. Alors, comment je peux faire? Si, ça marche, voilà. Donc, le Soleil, vous voyez qu'il va bouger beaucoup moins, bien sûr, ou l'étoile, elle va bouger beaucoup moins, et surtout, elle va bouger à la même vitesse que la planète. Donc, si on est capable de voir une étoile faire un petit mouvement dans le ciel, on peut dire, il y a une planète autour. On la voit pas, mais on est capable de mesurer sa rotation. Donc la rotation, en gros, la période de rotation va nous donner la distance nous permettre de calculer la distance de la planète à l'étoile. L'amplitude du mouvement va nous donner la masse de l'étoile, de la planète. Alors donc ça c'est extrêmement puissant potentiellement, puisque c'est une façon de détecter des planètes de manière indirecte. Seulement, c'est très petit. Le déplacement du Soleil, de l'étoile, est tout petit dans le ciel. Et par exemple, pour la Terre, il faut en gros, le Soleil, si on le voyait de loin, il mettrait une année à bouger à cause de la Terre comme ça. Et pour Jupiter, il mettrait 12 ans, parce que Jupiter tourne en 12 ans autour du Soleil. Donc ça explique que cette méthode, même si elle a été
trouvé très tôt n'a pas donné de résultat. En fait, dans les années 60, il y a un astronome hollandais qui a cru détecter les premières planètes extrasolaires comme ça autour de l'étoile de Barnard. Il a même cru en trouver 2 et le pauvre, il s'était trompé, c'était des erreurs de mesure. Il a passé en fait tout le reste de sa carrière à vouloir prouver que non, les planètes étaient bien présentes autour de l'étoile de Barnard, et en fait il est mort en y croyant. Il s'était trompé sur les planètes qu'il avait cru trouver. L'ironie du sort, c'est qu'il y a vraisemblablement des planètes autour de l'étoile de Barnard, mais c'était pas celle qu'il avait trouvée. Alors, il a fallu en fait attendre un satellite absolument extraordinaire de l'ESA qui s'appelle Gaia, qui a été lancé il y a quelques années, en 2013, qui mesure la position de milliards d'objets d'astres dans le ciel avec une précision qui n'a jamais été égalée. Et Gaia est en train d'accumuler des données. On travaille beaucoup dessus. On n'a pas encore tous les résultats, mais là, il a déjà permis de calculer, de montrer qu'il y avait une planète autour de cette petite étoile ici. Vous voyez, ça date de l'année dernière. Donc, l'idée est très ancienne, mais les premiers résultats par cette méthode datent de l'an passé. Et Gaia, donc, il continue de travailler. Il avait été lancé pour une durée nominale de 5 ans d'observation, et il a été renouvelé parce que les résultats sont tellement magnifiques. Et à la fin, on pense que avec Gaia, on va pouvoir accéder à probablement au moins 10 000 planètes qu'on va trouver comme ça. Alors, une autre méthode, j'arrive plus à le faire. Voilà. Une autre méthode, c'est toujours en exploitant ces fameuses lois de Kepler. Là, mais j'ai un petit souci là. Ça marche ou pas? Non. Voilà. On fait de nouveau tourner notre soleil, notre étoile, et puis la planète autour. On a dit que l'étoile allait se déplacer légèrement dans le ciel, faire des petits cercles. En même temps qu'elle va faire ces petits mouvements dans le ciel, sa vitesse va varier, sa vitesse par rapport à nous. Alors, si on est capable de mesurer les variations de sa vitesse, de la vitesse de l'étoile par rapport à nous, on va être capable de dire il y a peut-être une planète autour, et cette planète a à peu près telle masse, et elle est à telle distance de l'étoile. Alors, de nouveau, on est en train de parler de variations de vitesse qui sont très petites. Pour Jupiter, la variation de vitesse que Jupiter imprime au Soleil, elle est de 13 mètres par seconde en 12 ans. 13 mètres par seconde, c'est à peu près la vitesse d'un lièvre. Mais il faut attendre 12 ans pour que la vitesse ait varié de autant. Pour la Terre, c'est à peu près 8 cm par seconde, et ça va varier sur 1 an, la vitesse d'une tortue. Donc, vous voyez, c'est des nombres qui sont très, très petits. Et c'est pour ça que c'était un très, très gros challenge. Et ce challenge a été relevé par mes collègues Michel Mayer et Didier Queloz en 1995, en observant à l'Observatoire de Haute-Provence. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Si vous allez dans le Midi, en Provence, allez le visiter, c'est vraiment très chouette. Donc ça, c'est le télescope qu'on appelle de 193, donc 1,93 m de diamètre, qui a permis de découvrir la première planète extrasolaire autour d'une étoile semblable au Soleil. Et le signal qui a été observé, c'est celui qu'on voit là, donc les variations de vitesse de l'étoile qui s'appelle 51 Pégase. Les variations de vitesse, là, comme ça, ont permis à mes collègues de dire il y a une planète extrasolaire, il y a une planète autour de 51 Pégase. Alors quand il y a une planète, on rajoute pour appeler la planète B, parce que c'était la première, C quand c'est la deuxième, etc. En fait, ça a été vraiment une révolution qui leur a valu le prix Nobel de physique en 2019. Et c'était une révolution parce que c'était la première fois qu'on trouvait une planète extrasolaire autour d'une étoile qui ressemblait au Soleil. Il y avait une autre part de révolution dans leur découverte,
c'est que cette planète, elle faisait à peu près la moitié de la masse de Jupiter, mais au lieu qu'elle tourne autour de son étoile en 12 ans, elle tournait autour de son étoile en 4 jours. 4 jours, ça veut dire que l'étoile, elle est quasiment la planète est quasiment à la surface de l'étoile. Elle est 100 fois plus près que Jupiter ne l'est du Soleil. Et ça, c'était quelque chose de très troublant. Alors, comme elle est très très près de l'étoile, elle est très très chaude, et on appelle ça un Jupiter chaud. Et donc, ça a posé beaucoup de questions sur pourquoi, comment on faisait pour trouver des planètes comme Jupiter aussi près de l'étoile, parce qu'en fait, il fait beaucoup trop chaud. Et puis surtout, il n'y a pas assez de matière. Vous vous rappelez, la nébuleuse le disque protoplanétaire, il y a un petit peu de matière autour de l'étoile, mais l'essentiel de la matière est très loin. Donc on sait qu'il n'y a pas assez de matière juste à côté de l'étoile, il n'y a pas assez de matière pour faire un Jupiter. Donc c'était une vraie question, un vrai questionnement. Comment expliquer ces Jupiters chauds? Alors depuis 95, il y a eu d'énormes progrès dans les appareils qui ont permis, qu'on appelle des spectrographes, qui ont permis de détecter la première planète extrasolaire autour d'une étoile de type solaire. Donc là, on avait ça c'était les données de 95 sur un télescope de 1,90 m en France, donc dans un site astronomique pas très très bon quand même. Là, je vous montre par comparaison ce qu'on avait à peu près 20 ans plus tard dans un site bien meilleur au Chili, sur un télescope de 3,60 m. On a amélioré la précision des mesures d'à peu près 50, d'un facteur 50, ce qui permet maintenant de détecter des planètes non plus de la masse de Jupiter, mais de la masse de la Terre, à la même distance, 0,05 unités astronomiques, pas autour d'étoiles de type solaire, mais autour de ce qu'on appelle des naines rouges, qui sont des étoiles de très faible masse. Ici, celle-là, elle fait 1/8 de fois la masse du Soleil. Mais vous voyez la précision qu'on a maintenant d'être capable de détecter des masses aussi petites. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là pour cette méthode qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Là, vous avez les mêmes observations donc faites avec un télescope de 3,60 m. Le même objet, donc ça c'est une planète de 1,3 masse de la Terre autour de Proxima du Centaure, donc qui est une étoile extrêmement proche de nous. Et vous voyez les mêmes observations. Là, on pourrait se dire, bah, j'y crois pas, c'est que du bruit. Il rêve un peu en trouvant une planète là. Là maintenant, ce sont des observations qui ont été faites au Very Large Telescope, donc télescope de 8,20 m de diamètre au Chili toujours, avec un nouvel instrument qui s'appelle Espresso et qui donne des précisions, qui est capable de faire des mesures très très précises et très très stables dans le temps. Et là, vous voyez la même courbe, le progrès qui a été fait en l'espace de, vous avez 4 ans là. Entre les deux observations. L'instrument HARPS avait été installé en 2003, mais là, vous voyez quand même le gain qu'on a. Et grâce à ce gain, d'ailleurs, les collègues ont montré qu'il y avait peut-être encore une planète supplémentaire, encore plus petite, autour de cette étoile. Alors, il y a les premières observations donc de Mayer et Kellos ont vraiment déclenché toute une série d'observations, et il y a une communauté qui a vraiment été à la recherche de planètes extrasolaires. Et donc il y a aussi beaucoup de compétition, c'est clair. Il y a comment dire, c'est un domaine qui fascine beaucoup. Et donc Proxima b, je vous montre ça. Ce sont des images qu'on a pu trouver, enfin que j'ai regardé dans la presse sur Proxima b. Donc Proxima du Centaure B, c'est la planète dont je viens juste de parler. Les images que vous voyez dans la presse, vous voyez des images avec des détails, une planète, une surface de planète avec une atmosphère, avec du brouillard, tout ce que vous voulez. Donc attention, quand vous voyez des images comme ça, méfiance, ce sont des illustrations. Ce qu'on connaît en vrai, c'est ça.
Donc il faut vraiment toujours avoir un œil quand vous voyez des images, regardez si c'est écrit image d'artiste ou pas. Parce que les gens comme moi nous on essaye vraiment de faire des images de planètes, vous verrez, on en fait mais elles sont pas si belles que ça. Alors une autre façon de détecter des exoplanètes, c'est celle-là, c'est de regarder des étoiles, de mesurer leur luminosité, leur flux, la lumière qu'elles nous envoient, et d'attendre finalement qu'une planète passe devant, fasse une petite éclipse, une planète passe devant, elle va cacher un petit peu la lumière de l'étoile, et donc on aura une petite chute de lumière de l'étoile. Alors toujours pareil, comme la taille de la planète est très petite par rapport à la taille de la diminution, ce qu'on appelle le transit, la diminution de la lumière au moment du transit de la planète est toute petite. Jupiter va faire chuter la lumière, si on regardait le Soleil et Jupiter de loin, Jupiter, elle ferait chuter de 1% la lumière du Soleil, et ça se produirait tous les 12 ans, et ça durerait une 30aine d'heures. Donc c'est très peu probable comme événement. Et la Terre, c'est 0% tous les ans, et ça dure une dizaine d'heures. Donc vous voyez là, Jupiter, les autres planètes, ça c'est Jupiter, Neptune, et la Terre, c'est un chouïa, c'est vraiment tout petit. Mais donc c'est très difficile, mais de nouveau c'est faisable. Et le premier transit, ce qu'on appelle le premier transit exoplanétaire qui a été vu, c'était dans les années 2000 par un collègue américain, Dave Charbonneau. Il a observé ce transit en regardant une planète qui avait été découverte par la méthode des vitesses radiales. Et depuis, encore une fois, d'immenses progrès ont été faits, en particulier parce que il a été compris très vite, et là c'est de nouveau les Français qui ont compris ça très vite, c'était que pour rechercher des transits par cette méthode, il valait mieux aller en dessus de l'atmosphère, parce que l'atmosphère, elle crée toujours des fluctuations de luminosité, de flux, c'est très compliqué. Si on va en dessus de l'atmosphère, on n'est pas gêné. Le premier télescope qui a été mis en orbite pour chercher des planètes par cette méthode, c'était le télescope COROT, qui était un tout petit télescope fabriqué par le CNES et la communauté française en 2006. Après, il y a eu plusieurs générations, Kepler, un plus gros satellite de la NASA. Il y a TESS actuellement qui tourne, il y a Cheops de l'ESA. Donc, il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour chercher des planètes en transit de cette façon. Et là, vous voyez, on a à peu près gagné un facteur 100 en précision, et on a gagné à peu près les mêmes choses. Avant, on était capable, la première observation, c'était une planète qui ressemblait à Jupiter, autour d'une étoile de type solaire, et là maintenant c'est des planètes qui sont toutes petites, qui font à peu près la taille de la Terre, autour d'étoiles assez peu petites. Mais donc énormément de progrès en une vingtaine d'années, ce qui est un temps très court pour la recherche. En général, la recherche, c'est un processus qui s'étale dans le temps. 1 an en recherche, c'est rien du tout. 10 ans, c'est pas grand-chose. Il faut vraiment attendre longtemps pour avoir des progrès en recherche. Et là, les progrès en exoplanétologie ont été absolument incroyables. Alors, je vais passer maintenant à l'imagerie des exoplanètes. Donc là, on cherche vraiment à récupérer la lumière que nous envoient ces exoplanètes. Alors c'est très compliqué pour 3 raisons essentiellement. La première, c'est que les planètes sont très peu lumineuses par rapport aux étoiles. Les étoiles, celles qui rayonnent de l'énergie. Il y a des réactions nucléaires en leur centre. Les planètes, elles n'ont pas de réaction nucléaire, elles sont froides, et les étoiles sont chaudes. Donc les étoiles vont être beaucoup plus brillantes que les planètes qui tournent autour. La Terre est à peu près 1 milliard de fois moins brillante que le Soleil, c'est vous dire, c'est un énorme facteur. Aussi, quand on regarde un système planète-étoile dans le ciel, ils vont être très près l'un de l'autre.
Et du coup, on a un peu ce qu'on appelle le problème de la proximité angulaire. Et le troisième problème, c'est que quand et pour résoudre ce problème de la proximité angulaire, il faut prendre des gros télescopes. Donc, en gros, on va trouver des gros télescopes plutôt sur la Terre. Et quand on observe depuis le sol, on est très très gêné par la turbulence atmosphérique. La turbulence atmosphérique, c'est parce que l'atmosphère, elle n'est pas calme, hein, ça on le sait. Il y a des cellules de convection qui bougent en permanence et qui vont dévier les rayons en provenance des astres. En déviant les rayons, ça va créer du flou. Alors, du coup, j'ai coutume de dire que en gardant, les échelles sont à peu près correctes. Essayez d'observer une planète autour d'une étoile, de faire l'image. Hein, c'est à peu près comme si on voulait observer, si on était aux États-Unis sur la côte est et que on voulait regarder un tout petit insecte qui se déplacerait à 3 mètres d'un phare qui lui serait situé sur les côtes françaises. D'accord? On veut pas voir le phare, on veut voir juste l'insecte. Et l'insecte, là, on l'a dessiné blanc, mais en fait, la matière, une terre, par exemple, serait beaucoup moins brillante que ça. Alors, je vous ai dit, et on veut observer ce petit insecte partant de brouillard. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est ce brouillard de l'atmosphère. Et je vous ai dit donc la perturbation de l'atmosphère sur les rayons lumineux qui fait que on voit flou en fait. Quand on regarde dans un télescope, si on fait rien, on voit très flou. Vous voyez là l'image de gauche, elle est pas belle pour nous, elle est pas belle. C'est des champs avec des milliers d'étoiles, mais on a du mal à les distinguer à cause des perturbations atmosphériques. Et pourtant, elles ont été faites avec les meilleurs télescopes au monde. Hein. C'est pas dans le fond de notre jardin. Et en fait, il a fallu attendre que il y ait des systèmes qu'on appelle d'optique adaptative qui sont capables de corriger d'analyser en temps réel et de corriger en temps réel de ces perturbations de l'atmosphère. Quand je dis en temps réel, ça veut dire toutes les millisecondes, en gros, il faut analyser et corriger. Et grâce à ces systèmes qu'on appelle des systèmes d'optique adaptative, qui ont été mis au point en France, hein, c'est une collaboration au départ entre l'Observatoire de Paris et l'ONERA. Il a été possible de corriger de ces perturbations. Et là, vous avez le même champ stellaire, pas corrigé et corrigé. Vous voyez que là, les images sont beaucoup, beaucoup plus piquées. Et on comprend bien que si on veut chercher un petit truc, un petit signal, une petite planète à côté d'une étoile, eh ben, il vaut mieux que les images soient les plus nettes possibles. Alors là, les premiers systèmes d'optique adaptative ont donc été installés. Le tout premier, c'était à l'Observatoire de Haute-Provence, hein, comme à l'endroit où je vous ai montré tout à l'heure. Et très vite après, il a été déplacé au Chili sur un télescope de 3,60 m et ça a donné les premiers résultats. Et depuis, donc c'était vraiment le tout début. Et depuis lors, enfin maintenant, aujourd'hui, je dirais, tous les télescopes au monde sont équipés d'optique adaptative. Et c'est vraiment quelque chose la communauté française peut être très très fière de ça parce que ça a été mis au point en France. Et personne ne penserait à utiliser maintenant un télescope sans optique adaptative. Alors, là pour vous illustrer l'effet de l'atmosphère et qu'est-ce qu'on doit faire nous pour essayer de voir des planètes. Ce que je vous montre là, c'est des images réelles. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Vous devez voir une tache rouge un peu floue, d'accord. Ça, c'est l'image d'une étoile qu'on a prise hein, nous-mêmes. Au foyer d'un télescope de 8 mètres, le meilleur télescope au monde, le Very Large Telescope, donc très grand télescope de l'ESO, dans le désert d'Atacama, dans l'endroit le plus sec du monde. Donc vous voyez, elle est très très, elle s'étend, elle s'étale, c'est flou. Et si on voulait chercher une planète, elle serait vraiment noyée au milieu de ce signal autour de l'étoile. Donc la première chose qu'on va faire, c'est corriger des perturbations atmosphériques avec l'optique adaptative. Donc ça, c'est avec un système qu'on a construit
pour le Very Large Telescope. C'est pas le premier. Hein. Donc je vais vous montrer l'image de la même étoile une fois corrigée des perturbations de l'atmosphère. C'est ça. Donc c'est absolument spectaculaire. Vous voyez, toute l'image toute la lumière de l'étoile finalement a été concentrée. On est toujours à la même échelle. Hein, a été concentrée dans ce petit point ici. Et on voit des anneaux pour les gens, s'il y a des gens qui ont fait de l'optique, c'est les anneaux d'Airy d'une tâche de diffraction. Un télescope. Donc vous voyez ici, maintenant, si on cherche une planète par ici, ça va déjà être un peu plus facile que tout à l'heure. On a ce qu'on appelle un contraste de 10-3, c'est-à-dire qu'on peut détecter un objet qui est 1000 fois moins brillant que l'étoile. Donc c'est déjà un super progrès, mais ça suffit pas, c'est pas assez. Alors ce qu'on fait, et ce que moi je fais depuis un peu plus de 20 ans, c'est qu'en plus, on va devoir cacher la lumière de l'étoile. Sur l'image que je vous ai montrée avant, on cache la lumière de l'étoile pour essayer de pas être aveuglé par cette lumière et de détecter des planètes qui sont autour. Grâce à ça, on est capable de détecter des objets qui sont un 10 000e de fois moins brillants que l'étoile. C'est toujours pas assez. Il faut gagner encore. Et ça, ce qui nous manque là pour détecter des grosses planètes, pour détecter des grosses planètes, il faut être à peu près un rapport de 1 million. Ce qui nous manque, on le gagne en faisant du traitement de données. Donc là, cette fois-ci, sur l'ordinateur. Les deux autres systèmes d'avant, aussi bien l'optique adaptative que la coronographie, ce qui consiste à cacher l'étoile, ce sont des systèmes, c'est du hardware, c'est des instruments. Et alors que là, cette étape-là, on gagne un facteur 100 encore en contraste. On le gagne par traitement de données sur les ordinateurs. Donc en fait, dès que les premiers systèmes d'optique adaptative ont été mis au point, en fait, l'histoire est assez sympa. C'était à peu près, j'étais au Chili au début des années 90. J'observais en spectroscopie. Donc, à cette époque-là, je cherchais des exocomètes autour des étoiles. On n'était pas capable de faire des images de planètes. Et c'était au moment de Noël. Donc, j'observais sur un petit télescope et il y avait Pierre Léna qui était là-bas et qui était arrivé avec des collègues. Et ce système d'optique adaptative, ce premier système d'optique adaptative, qui testait sur le télescope de 3,60 m de l'ESO. Et j'allais dire au petit déjeuner, effectivement au petit déjeuner, mais à 4-5 heures de l'après-midi, une fois, on s'était rencontrés, je le connaissais pas, et on s'est mis à parler, lui de l'optique adaptative, moi de Beta Pictoris, et puis des comètes, des systèmes planétaires, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il faudrait arriver à utiliser ces systèmes d'optique adaptative et cacher la lumière des étoiles en plus. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec un étudiant. On a installé dans la cage Cassegrain, dans la cage ici, qui est le foyer du télescope de 3,60 m, où était installée l'optique adaptative. On avait conçu et installé un petit système qui nous permette de cacher la lumière de l'étoile. Dans ce télescope-là, de 3,60 m, la grosse coupole qui est au Chili. Et alors avec ce système-là, on n'était pas capable de voir des planètes. Hein. C'était vraiment pas assez bon, mais on était capable de détecter détecter un disque de poussière qui avait aussi été détecté par le télescope spatial. Un disque de poussière autour d'une étoile, Beta Pictoris, qui était l'étoile sur laquelle je cherchais des exocomètes, enfin sur laquelle on avait trouvé d'ailleurs des comètes avec Alfred Vidal-Macha, les premières exocomètes
jamais connue. Donc cette étoile, donc on l'a observée et on a vu le disque comme ça, puis on a vu qu'il était tordu. Ce disque, c'est à cette époque-là, on savait pas bien si c'était du résidu de la formation planétaire ou s'il y avait des planètes qui étaient en train de se former là-dedans. Mais c'était du gaz et ça faisait farouchement penser à ce que je vous racontais tout à l'heure avec une étoile au centre et un disque de matière autour. Et donc, avec deux étudiants, on a modélisé la forme du disque qui était là et on a montré que pour qu'il soit tordu comme ça, il fallait qu'il y ait une planète ou une naine brune, c'est-à-dire un objet entre la masse des planètes et des étoiles. Mais enfin, il fallait qu'il y ait quelque chose pour tordre le disque. Et en fait, c'était en 97 qu'on s'est dit et qu'on a publié les premiers résultats là-dessus en disant il y a quelque chose autour de Beta Pictoris. Et on a construit alors un instrument pour installer, et qu'on a installé cette fois-ci sur le Very Large, un des télescopes, là, un des 4 télescopes du Very Large Telescope, donc la génération après, toujours au Chili, 8 mètres 20 de diamètre. Et avec cet instrument, on a été capable de faire les premières images de corps de masse planétaire autour ici d'une naine brune, donc un objet qui n'est pas tout à fait une étoile, qui est pas assez massif pour amorcer des réactions de fusion de l'hydrogène. Mais ici, une planète ultramassive, 13 fois la masse de Jupiter, à la limite des naines brunes, justement, autour d'une étoile. Là, vous voyez qu'on a caché la lumière de l'étoile et on a ce tout petit point. Et ça, c'était la première fois qu'on recevait des photons de la matière, lumineux d'un objet de masse. Ici, c'est à peu près 4 fois la masse de Jupiter, là-bas 13 fois, extrasolaire. Alors ces observations ont eu beaucoup de retentissement parce que justement c'était la première fois qu'on faisait une image d'objets de masse planétaire. Et du coup, il y a beaucoup de gens évidemment qui se sont mis aussi à essayer de trouver des planètes et c'est bien normal. Une retombée de ces donc ça c'était des observations qu'on a faites en 2004-2005. Et il y a eu une retombée cette année que je résiste pas à vous montrer. C'est complètement inattendu. C'était il y a quelques mois, en février 2023. Vous avez probablement entendu parler des chatbots, ces outils utilisant l'intelligence artificielle qui sont capables de vous fabriquer votre discours d'une manière assez impressionnante, qui sont capables de trouver toute l'information que vous pouvez leur demander. En gros, n'importe quelle question, ils vont vous répondre. Et Google a fait a sorti son chatbot qui s'appelle Bart et en février chaud comme les Américains savent bien faire. Vous demandez la première image de planète extrasolaire. Et Bart a répondu, c'est le télescope spatial James Webb. Alors, en fait, il y a un journaliste de la BBC qui s'est rappelé que non, c'était faux, c'était pas ça. Les premières images de planètes extrasolaires n'ont pas été faites par le télescope James Webb, mais elles ont été faites par une équipe au Chili depuis le sol. Et c'était en fait nos observations. Et ça, ça fait chuter de 10% l'action de Google en l'espace de 15 heures. Et donc j'ai reçu un mail d'une copine, un SMS d'une amie qui m'a dit qu'est-ce que t'as fait là? Et en fait c'était vraiment une retombée très très imprévue qu'on a faite. Je l'ai pas mentionné, c'était avec un ancien étudiant, Gaël Chauvin. Je vous rassure, Google va bien depuis, il n'y a pas de problème, mais vraiment on s'attendait pas à ça. Alors revenons à avec les nouveaux instruments donc qu'on a installés sur le Very Large Telescope, on a enfin pu faire l'image
de la planète. Je vous avais dit, avec les premières images, on avait vu un disque un peu tordu. Eh bien, la planète, le coupable, hein, c'est ce petit point-là, qui est une planète autour de Beta Pictoris, dont on a pu faire l'image en 2008. Enfin, on l'a publié. On avait les données depuis 2003. Dans les données de 2003, on l'a pas vue parce qu'on n'avait pas encore les traitements d'image assez bons pour la sortir. Et c'est en 2008 en retournant travailler dans 2003 qu'on a pu sortir ces données. Alors pour la petite histoire, ça c'était on a obtenu cette image en 2008 en retraitant, en passant des heures à jouer avec les données. Et du coup, quand on a vu ça, on s'est dit il faut la réobserver. Donc on a fait des demandes de temps pour réobserver l'étoile et puis voir où était la planète. On n'a rien vu. Fin 2008, rien. Et en fait, il a fallu qu'on attende 2009 pour voir la planète qui était ici. Et elle était passée de l'autre côté de l'étoile, en fait. C'est parce qu'elle tourne comme ça. C'était la première fois qu'on voyait une planète tourner autour de son étoile. Et en fait, cette planète, elle est à peu près à 8-9 fois la distance de la Terre au Soleil. Elle est à peu près à la même distance que Saturne. Elle est plus massive, mais elle est à la même distance que Saturne autour du Soleil. Et comme elle est Saturne, l'étoile, pardon, la planète tourne en une vingtaine d'années. Ça nous a donné assez de temps pour être capable maintenant de faire presque le tour de l'étoile. Et c'est la seule planète qu'on connaît aujourd'hui dont on est capable de faire qu'on est capable de voir faire un tour autour de son étoile. Donc vous voyez, c'est assez rigolo parce qu'il faut vous dire que finalement, si on voyait Saturne et le Soleil depuis loin, on verrait la même chose, quoi. Donc voilà, vous avez les deux générations d'instruments. Là, maintenant, ça c'était l'instrument de découverte, et maintenant on a installé un nouvel instrument au Chili en 2014 qui nous fait des images encore plus belles. Et vous avez dû voir là maintenant les points sont tout petits, la qualité d'image est extraordinaire. Et avec ce dernier instrument, Sphère, on a pu trouver cette petite planète là, qui est quand même un gros bébé, hein, qui fait 5-6 fois, je sais plus, la masse de Jupiter. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez ici aussi un anneau de matière. Et ce système a seulement quelques millions d'années. Et là, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est une planète qui est en train de se former sous vos yeux, en fait. Et en fait, comme la théorie le prévoit, la planète, elle a balayé, elle a fait le ménage, elle a récupéré toute la matière qui était là pour arriver à se construire. Et il y a eu d'autres observations qui ont été faites à la suite des observations qu'on a faites avec cet instrument. Il y a d'autres observations qui ont été faites avec un autre instrument au Chili qui est capable de le mouvement de la matière, disons. Et en fait, il a pu montrer que cette planète était encore en train d'accréter de la matière. Et il a montré d'ailleurs qu'il y en avait une deuxième. Et en fait, la deuxième, elle est par là. On l'avait pas vue, nous, parce qu'elle était encore mélangée au disque. Elle était mélangée au disque. Mais en fait, donc on a ce système de deux planètes. Il y en a peut-être d'autres qui sont en train de se former sous nos yeux. Et ça, c'est une image du même système prise avec l'interféromètre ALMA, donc un réseau d'une 50aine de radiotélescopes qui lui fait l'image de la poussière, des poussières de quelques millimètres, alors que nous, les poussières qu'on regarde, elles font quelques microns autour de la planète. Donc ça, c'était un très très joli résultat qu'on a eu il y a quelques années. Un autre résultat qui a obtenu mon collègue Anthony Boccaletti récemment, c'est de nouveau un système de quelques millions d'années, hein, c'est un des plus jeunes, entre 1 et 5 millions d'années. L'étoile est par là, elle est cachée au centre. Et vous voyez cette espèce de spirale qui entoure l'étoile. Et vous voyez ici cette petite concentration de matière.
et qui est totalement reproduite par les modèles. Et là, vraisemblablement, là-dedans, il y a une planète aussi qui est en train de se former. Des images comme ça sont pour nous absolument ahurissantes, même si on a l'habitude, et c'est ce qu'on cherche, hein, mais à chaque fois qu'on les voit, on se dit que c'est carrément, c'est vraiment impressionnant. Parce qu'en fait, elles sont tellement belles que on sait plus trop entre ça, c'est une image, une simulation, c'est fait par des ordinateurs, et ça, c'est ce qu'on observe. Alors, avec SPER et puis aussi ALMA, il a été possible de faire des dizaines, de détecter, de découvrir des dizaines de disques comme ça autour des étoiles. Et la structure même de ces disques en spirale ou bien en anneaux comme ça dit qu'il y a vraisemblablement des planètes à l'intérieur, par exemple, de cet anneau. Seulement, on n'est pas encore capable de les détecter. Alors, on va chercher à les détecter. On vient d'apprendre qu'on a du temps sur le télescope James Webb pour chercher des planètes justement dans des systèmes comme ça. On sait qu'elles sont là, mais pour l'instant, on n'est pas encore assez bon pour les trouver. Et ça, c'est une image que je vous ai montrée puisqu'elle est sortie il y a une semaine, je crois, d'un de ces systèmes autour de Fomalhaut, qui est très beau, avec un disque externe qui avait déjà été observé par le télescope spatial Hubble. Et là, on a un système de 3 anneaux, un ici puis un interne, que le télescope James Webb a été capable de visualiser. Donc, beaucoup de disques aussi imagés et dans lesquels maintenant il faut qu'on trouve les planètes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait des exoplanètes aujourd'hui? J'ai oublié de couper le son, donc ça va pas être très agréable. Épicure avait raison, au moins sur 2 points. Les exoplanètes existent et les systèmes exoplanétaires sont très variés. Ce que vous voyez ici, chaque système là, c'est un système planétaire tel qu'il a été, la schématisation, hein, c'est pas des vraies images, tel qu'il a été trouvé par le satellite Kepler. Et vous voyez, il y a des planètes, des grosses planètes au centre, des petites planètes, des grosses planètes loin, des petites planètes. Vous avez un petit peu de tout. Il y a des systèmes où il y a des grosses planètes à l'intérieur, très près de l'étoile. Il y a des systèmes multiplanétaires comme ici. Vous avez de tout. Et alors, il va y avoir du bruit. Voilà, j'aurais dû couper le son. Mais vous voyez tout ce monde-là qui tourne. Ce sont des systèmes planétaires qui ont été trouvés par la méthode des transits. Donc Épicure avait raison, les systèmes planétaires existent et ils sont très variés. Et alors là, c'est le seul schéma que je vais vous montrer, mais pour nous, c'est quelque chose de super important. Ici, on met le long de l'axe là, on met la distance de la planète à l'étoile, et là, on met la masse de la planète. Et en fait, ça nous permet de catégoriser, je sais pas si ça se dit en français, les planètes qu'on trouve. Et ce qu'on voit ici, c'est que ici, à très petite distance de l'étoile, là où on avait notre 51 Pégase B, la première, eh ben on voit qu'il y a beaucoup de planètes, il y a beaucoup de Jupiter chauds. Ici, par exemple, on voit qu'on a trouvé ce qu'on appelle des mini-Neptunes et des super-Terres, c'est-à-dire des objets qui font plusieurs fois la masse de la Terre, entre 1 et 10 fois la masse de la Terre, et il n'y a pas d'équivalent de ces objets-là dans le système solaire. Il n'y a pas d'équivalent des Jupiter chauds dans le système solaire. Là, ce sont les planètes qui ont été vues en imagerie. Pareil, il n'y a pas d'équivalent dans le système solaire. Le système solaire, là, il est représenté Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et vous voyez qu'en fait, pas encore, là, on est là, on n'a pas trouvé chacun des petits points. En fait, on n'a pas trouvé encore de système semblable avec des terres autour d'étoiles de type solaire. On n'est pas encore capable de le faire. On travaille dessus. Il y a vraiment des choses très compliquées, des défis très compliqués à relever. Donc, ça vous montre à la fois tout ce qu'on a fait, parce que tout ça,
tout ce qui a été fait par la communauté, parce que tout ça, finalement, c'est tous des objets, des classes d'objets nouveaux qu'il faut qu'on explique maintenant par les scénarios de formation qui n'existent pas dans le système solaire et personne ne s'attendait à les trouver, personne n'imaginait qu'ils puissent exister. Et la deuxième leçon, c'est que on n'est pas encore capable de trouver ce qu'on appelle des analogues au système solaire. Alors, la simple existence de ce qu'on appelle les super Jupiters, donc des objets très massifs loin de leur étoile, et des Jupiters chauds, ça a posé des vraies questions sur la formation des systèmes planétaires. Je vous avais dit, pour le système solaire, on forme les planètes géantes par formation d'abord d'un cœur rocheux, puis après de l'accrétion du gaz sur le cœur rocheux. Ceci dit, on sait que, les modèles montrent que ce scénario, il va pas être capable d'expliquer, en général, ne va pas être capable d'expliquer nos super Jupiters qu'on voit en imagerie. Et donc, on est obligé on revient finalement à des scénarios qui avaient été proposés avant d'instabilité gravitationnelle dans le disque, c'est-à-dire des endroits où il y a une compression de la matière qui va permettre de fabriquer des planètes. C'était une des théories alternatives de formation du système solaire qui ne marchait pas pour le système solaire, mais qui peut très bien marcher pour les planètes qu'on voit en imagerie, par exemple. Et puis la deuxième leçon, c'est pour essayer de comprendre Jupiter chaud, ces Jupiters qui sont très très près de leur étoile, ils n'ont pas pu se former aussi près de leur étoile. Donc en fait, ce qu'on pense, c'est qu'ils se sont formés loin, au-delà de ce qu'on appelle la ligne des glaces, c'est-à-dire il faut qu'ils se sont formés dans des endroits où l'eau est sous forme de glace. Et après, par interaction avec entre la planète et le disque, ou bien par jeu un peu de billard entre plusieurs systèmes de planètes. Ces planètes, elles ont ce qu'on appelle migré vers leur étoile. Donc, encore une fois, des choses que pratiquement personne n'avait envisagées. Plus exactement, il y avait des théoriciens dans les années 80 qui avaient prévu, qui s'étaient posé la question et qui avaient dit que il pourrait y avoir des interactions et il se pourrait que des planètes soient formées loin et s'approchent de l'étoile. Mais personne ne voulait y croire parce qu'il n'y en avait pas dans le système solaire. Puis ça embêtait tout le monde parce que qu'est-ce qu'on fait de ces planètes-là bizarres qui n'existent pas? Donc cette théorie avait été un peu balayée et elle a été remise au goût du jour après la détection des Jupiters chauds. Donc en fait, ça vous montre que la science, en fait, c'est en permanence des idées nouvelles. Quelquefois, elles vont pas marcher. Et puis elles vont pas marcher où on va penser qu'elles marchent pas, et 20 ans après elles vont être ressuscitées par des nouvelles observations. Et c'est ça qui est bien dans le processus de la recherche. Enfin, qui est bien, et que je trouve passionnant. Alors un autre aspect des études qui ont été faites jusqu'à maintenant, et ce sera quasiment la fin de mon exposé, c'est l'étude des atmosphères des planètes. Alors jusqu'à présent, il n'y a pas énormément on a beaucoup essayé de voir ce qu'il y avait dans les atmosphères des exoplanètes, voir leur composition, mais c'est extrêmement difficile. Et nos planètes à nous qui sont loin, c'est plus facile, mais par exemple l'atmosphère des Jupiters chauds, c'est très compliqué à étudier. Et en fait, c'est là où il faut attendre le maximum de résultats du télescope James Webb. Et là, un des premiers résultats qu'il y a eu de James Webb, c'est la détection de dioxyde de carbone dans une de ces planètes WASP-39b. C'était la première fois que du dioxyde de carbone était détecté. Jusqu'à présent, on avait détecté, en mélangeant un peu tous les systèmes, on avait détecté du monoxyde, beaucoup de de l'eau, du monoxyde de carbone, du méthane. Et le dioxyde de carbone, c'est de la chimie un peu compliquée. C'était la première détection par James Webb. Alors voilà, quelques mots du futur. Voilà, je vais prendre 5 minutes. Donc, on a compris quand même pas mal de choses sur les processus de formation planétaire. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très divers, que la nature, en fait,
nous réserve finalement toujours des surprises à chaque fois qu'on va chercher quelque chose, on trouve autre chose. Et c'est très très divers. Diversité des systèmes planétaires, des exoplanètes, de leur mode de formation. On ne sait toujours pas en revanche si le système solaire est unique ou pas. Souvent vous entendrez beaucoup dire que le système solaire est unique. Eh ben c'est pas, on n'en sait rien. Et on n'est toujours pas capable de trouver des exotères, c'est-à-dire des terres, des objets semblables à la Terre autour d'étoiles qui ressemblent au Soleil, d'une masse solaire. Et vous voyez bien ici, là j'ai mis un gros trait pour distinguer ce qu'on est capable de détecter en ce moment. Déjà c'est pas facile, et ce qui reste aujourd'hui en dessous de nos capacités aujourd'hui, parce que nos instruments sont limités. Alors, donc, ça, c'est l'état actuel des instruments qu'on a, qui sont quand même les meilleurs au monde, hein, le Very Large Telescope, dans le désert d'Atacama, et puis la SIA, le radiotélescope ALMA. Je vous ai parlé de Gaia, ce fameux satellite de l'Agence spatiale européenne, le James Webb. Donc ça, vont nous permettre d'avancer dans les études actuelles, dans les études des systèmes planétaires. Et maintenant, ça, voilà, un des gros projets qui est à l'œuvre, qui est en préparation en ce moment, c'est sur le sol l'Extremely Large Telescope. Donc c'est un télescope de 39 mètres de diamètre. Qui est en train d'être construit dans le désert d'Atacama. En fait, Paranal, l'autre site, est en face. Hein. Voilà à quoi il ressemblera quand il sera construit. Alors, c'est très difficile d'avoir une idée de ce qui va être. Là, vous voyez la structure en cours de construction. C'est quelque chose qui a été pris il y a 3-4 mois, je crois. Donc, ça doit être des camions. Hein. Vous voyez la taille que ça va avoir. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal à imaginer, enfin, à voir ce que ça allait être en tant que construction. Je suis allée sur le site 2 fois, mais quand on est au milieu du désert, les distances, ça représente plus grand-chose. Et en fait, c'était en allant voir une expo à la Bourse du Commerce que je me suis rendu compte que en fait, la Bourse du Commerce a quasiment la taille du VLT, de l'Extremely Large Telescope. Donc, si vous voulez avoir une idée, évidemment, il ne tiendrait pas dans la pièce là. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça va être, ce télescope, hein, c'est 39 mètres de diamètre pour un télescope optique. Ce sera le plus gros télescope au monde. Et ben, vous allez à la Bourse du Commerce, vous vous mettez à l'intérieur, puis vous dites ça va être un télescope. Ça fait vraiment une très forte impression. Alors ça, c'est pour le sol. Pour dans l'espace, il y a deux grands projets de l'Agence spatiale européenne. Le satellite Plateau qui va chercher des transits de petites planètes autour d'étoiles de type solaire, les plus petites possibles. Je ne sais pas s'il détectera en fait, on travaille dessus. La méthode des transits, là dont je vous ai parlé, elle est capable de nous donner le rayon des planètes, mais elle n'est pas capable de nous donner leur masse. Et si on veut avoir la masse, il faut la coupler à la méthode des vitesses radiales. Et donc, moi, je travaille là-dessus. C'est la détection du point de vue théorique des terres avec la méthode des vitesses radiales ou en couplage avec Plateau. Et c'est quelque chose qui va rester compliqué. Le satellite Ariel de l'Agence spatiale européenne aussi, qui va faire de la spectroscopie pour étudier les atmosphères des planètes qui vont être découvertes par Plateau et par d'autres. Et la NASA est en train d'étudier HWO, c'est le NASA Habitable World Observatory. C'est un projet, pour l'instant, c'est vraiment un projet qui annoncé pour 2040, mais je pense que ça sera plutôt 10 ans après, qui pourrait permettre de faire les premières planètes, les premières images vraiment de jumelles de la Terre. Avec le ELT, on pense qu'on va faire des images de planètes un peu plus grosses que la Terre.
Et il faudra attendre la génération suivante, vraisemblablement, pour avoir vraiment des jumelles de la Terre. Et mais ça nous mène quand même à 2000, dans un futur pas tout à fait proche. Et alors, pour terminer, l'existence, la question de l'existence de vie, elle fait couler beaucoup d'encre. Les astronomes d'aujourd'hui ne sont pas d'accord entre eux. Les astronomes du passé n'étaient pas non plus d'accord. Kepler disait oui, il y a des gens sur la Lune. La question, c'est de savoir à quoi ils ressemblent, en gros. Donc ça, c'était au XVIIe siècle. Galilée, à peu près au même moment, disait non, il y a rien sur la Lune, il n'y a pas de vie ailleurs. Donc ils n'étaient pas d'accord. Et la recherche, la signature de vie, la recherche de signatures de vie sur des planètes extrasolaires, donc assez éloignées, ça va occuper pas mal de temps et d'énergie. Ça en occupe déjà pour essayer de trouver quel type de signature on peut trouver. Nous, on s'intéresse aussi beaucoup à quel type d'étoile, sur quelle étoile on va pouvoir trouver des signatures de vie et quels systèmes sont les plus favorables. Mais c'est une question à laquelle on n'aura pas une réponse tout de suite. Donc, voilà, je vais m'arrêter avec ça. J'avais quelques diapos sur l'habitabilité justement, mais ça fait déjà un petit moment. Donc, si vous voulez poser des questions, on va s'arrêter là. Merci.